Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers invités, nous avons l'honneur de nous réunir aujourd'hui pour aborder un sujet crucial, la collecte et la préservation des archives des sports en France. Cette table ronde entre en ligne droite des objectifs et des actions de la section des archives des sports du CIA. En effet, sous la conduite de notre bien dévouée présidente Finansola et des autres membres comme Véronique Reuter, l'ASPO œuvre activement à la sensibilisation sur l'importance des archives sportives. Elle diffuse des informations et des connaissances techniques tout en encourageant les organisations professionnelles. Le sport, en tant que phénomène social et culturel majeur, constitue un terrain d'archives riche et diversifié. Chaque compétition, chaque événement, chaque performance, mais aussi les dimensions humaines et sociales du sport, méritent d'être documentées et conservées pour les générations futures. Ces archives sont non seulement essentielles pour la compréhension de l'histoire, mais aussi elles participent à la construction d'une mémoire collective. Au cours de cette table ronde, nous aurons l'opportunité d'entendre deux experts impliqués dans la collecte et la gestion des archives. Il s'agit de Brigitte Guénaud, du service interministériel des archives, et de M. Cyril Longin, directeur des archives départementales de la Vendée. Brigitte va essayer de nous dresser le bilan de la grande collecte des archives de sport qui s'est achevée le 30 décembre 2024, de tenter de ressortir les caractéristiques qui se dégagent de cette collecte par rapport à la grande collecte du centenaire de 1914-1918 et enfin aborder les nouvelles perspectives pour la recherche sur le sport. Quant à Cyril, il va essayer de nous expliquer le contexte et les motivations de la collecte du Vendée Globe. Nous espérons que cette rencontre nourrira une réflexion collective et ouvrira des pistes concrètes pour renforcer la collecte des archives de sport en France et en garantir l'accessibilité à tous. Je vous remercie pour votre présence. Je laisse maintenant la parole à nos intervenants pour commencer cette discussion passionnante. Madame Brigitte Genot, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité à venir parler de la grande collecte des archives du sport. Je suis très, très honorée. Merci. Alors, vous me demandez de dresser un bilan de cette grande collecte des archives du sport. Cette grande collecte qui a commencé en 2022, en juin 2022 précisément. Ça a été un des grands projets nationaux labellisés par le ministère de la Culture et qui a été labellisé Olympiade culturelle. Alors, c'est une opération donc, qui a duré 2 ans et demi puisqu'elle s'est achevée le 31 décembre dernier. Certains d'ailleurs avaient anticipé cette collecte, comme les archives du Calvados ou les archives du Finistère, qui avaient commencé dès 2021 à collecter auprès de clubs, par exemple. Ça montre que cette initiative répondait vraiment à un besoin et à une utilité qui était bien notée par les services. Alors, cette opération de grande collecte, c'est une opération qui fait appel au volontariat des services, hein. Il n'y a absolument aucune obligation de s'y engager. Et c'est une collecte qui s'adresse aux archives privées. C'est pour ça que c'est donc une collecte facultative. Elle a reçu cette opération de grande collecte l'assentiment des services, puisqu'on voit que 190 services se sont engagés dans l'opération, à la fois les 3 services nationaux d'archives, Archives nationales d'outre-mer et Archives nationales du monde du travail, mais aussi beaucoup d'archives départementales, des archives municipales en métropole comme en outre-mer. Alors, le résultat de cette grande opération, c'est 750 fonds d'archives privées qui ont été collectés. Alors, de grandeur tout à fait inégale, puisque ça va d'une pièce d'archive à 60 mètres linéaires. Mais en tout,
c'est plus de 500 mètres linéaires de documents qui ont été collectés. Alors, on s'est amusé à calculer, ça fait 5 terrains et demi de football pour rester dans une comparaison sportive. C'est évidemment considérable. Il y a eu aussi de la collecte d'archives numériques, puisque un certain nombre de documents ont été collectés soit sous forme d'archives nativement numériques, soit il s'est agi de prêts de la part de personnes qui apportaient leurs documents et qui souhaitaient les conserver, donc ils les prêtaient pour numérisation. Ça, il y a pas mal de gens qui ont procédé comme ça. Donc les modes d'entrée, donc ça a été soit des dons, il y a eu des achats également, quelques dépôts et puis donc pas mal aussi de prêts donc pour numérisation. Ce bilan donc de 1/2 kilomètre de documents collectés augmente au fur et à mesure puisque les services continuent à engranger le bénéfice de contacts qu'ils ont pris durant les années précédentes. En effet, ben, on sait, hein, quand on collecte auprès de personnes qu'il y en a qui ont besoin de temps pour se décider et puis il peut y avoir différentes circonstances qui font qu'on n'est pas prêt à donner immédiatement. Donc, ce bilan va devenir de plus en plus important dans les mois qui viennent. Mais d'ores et déjà, donc, c'est ce que l'on peut annoncer. À côté de cette collecte proprement dit, il y a eu énormément d'actions de valorisation qui ont été menées, plusieurs centaines d'actions, d'expositions, de conférences, de publications. Et puis, un certain nombre de ces actions ont été, au niveau donc local, labellisées aussi Olympiades culturelles. D'après ce qu'on nous ont fait remonter les organisateurs des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, l'Olympiade culturelle, pour cette olympiade a été tout particulièrement, dense en France par rapport à ce qui avait pu être réalisé dans les pays et dans les années, précédentes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces documents qui ont été collectés? On peut voir que les sports les plus représentés, c'est finalement les sports les plus populaires, le foot, le rugby, le cyclisme, la gymnastique. Et viennent en premier les clubs omnisports qui font un peu voilà, différents sports. Alors ça, donc, il s'agit essentiellement donc d'archives privées, ça c'est l'objectif de la grande collecte, mais on nous a signalé également quelques versements d'archives publiques. Euh, En effet, cette grande collecte a été l'occasion pour les services d'archives d'approcher certaines entités publiques qui n'avaient pas encore versé, par exemple les services des sports des collectivités ou les fédérations sportives délégataires de services publics. Donc ce n'était pas l'objet de la grande collecte, mais finalement c'est un effet induit de cette collecte qui a amené donc à aussi se pencher sur ces archives publiques du sport qui n'était pas forcément une priorité. On sait que l'horizon de collecte publique des services en France est extrêmement vaste et il y a toujours bien sûr des priorités qui sont données. Et le sport n'était pas forcément l'une d'elles. Donc, ça a été vraiment aussi une opportunité pour collecter ce type de fonds publics. Alors, vous m'avez demandé qu'est-ce qu'on pourrait dégager comme caractéristique de cette collecte des archives du sport par rapport à la grande collecte du centenaire de 14-18. Alors, effectivement, la grande collecte du centenaire de 1914-1918, ça a été la matrice, hein, c'est le modèle. Alors, c'était la collecte de la Grande Guerre, donc Grande Guerre, d'où grande collecte. On a eu aussi le Grand Mémorial qui est un site qui rassemble les registres matricules militaires de tous les poilus français. Alors,
quelles sont les similitudes entre ces deux grandes collectes? Donc, alors, ces deux grandes collectes donc, ont été lancées et soutenues par le service interministériel des Archives de France. C'est donc le service qui pilote en France les archives publiques, qui pilote et coordonne l'action de l'État en matière d'archives. Donc, cette impulsion a été donnée par le service interministériel des Archives de France et ensuite, cette grande collecte a évidemment été menée au niveau local par chaque service d'archives. Alors, les similitudes, donc, on a lancé cette grande collecte du sport parce que justement, ce modèle de 14-18 avait été efficient et donc on s'en est inspiré. Alors, quelles sont les similitudes? Peut-être d'abord dire qu'il y avait eu 3 ingrédients pour la grande collecte 14-18. Le temps long, un sujet pas polémique, qui concerne largement la population, et ça a été la même chose donc pour la collecte du sport. Autre similitude entre les deux grandes collectes, ça a été l'occasion de rédiger des guides des sources qui ont pu mettre en valeur des éléments qui se trouvaient dans des fonds non spécifiques à la thématique et donc qui ont enrichi de ce fait les possibilités de recherche, puisqu'on a pu, fond par fond, dégager des éléments sur la thématique en question. Et puis, également, une autre similitude, une autre caractéristique identique, c'est qu'il y a eu une importante valorisation autour de ces grandes collectes. C'est impressionnant de voir le nombre d'expositions, de cycles de conférences, de journées d'études, de publications qui sont venues donc autour de ces deux grandes collectes. Alors, avec une valorisation immédiate, donc qui valorisait aussi les éléments collectés, mais aussi une valorisation qui se fait, on le voit, à long terme, et donc qui continue après l'événement lui-même. Quelques différences maintenant entre ces deux grandes collectes. Alors d'abord, en termes de volume, la grande collecte 14-18, c'était à chaque fois quelques centimètres, voire 1 ou 2 pièces, quelques photos, un ensemble de lettres, mais ça n'allait jamais au-delà de quelques centimètres. La grande collecte d'archives du sport, ça a pu être plusieurs mètres linéaires. Par exemple, aux archives départementales d'Indre-et-Loire, la grande collecte 14-18 représente 20 centimètres linéaires pour 118 contributeurs, alors que la grande collecte du sport, c'est 37 contributeurs, donc beaucoup moins, 3 fois moins, pour 25 mètres linéaires, donc voilà, pour beaucoup plus que 20 centimètres. Donc voilà, en termes de volume, ce n'est pas du tout comparable. Deuxième élément, l'événement de 14-18 a été vécu de la même façon dans les tranchées, qu'on soit un poilu du Finistère ou qu'on soit un poilu du sud de la France. Pour le sport, on voit que l'histoire est ancrée sur le territoire. On voit qu'il s'agit d'événements locaux, de clubs locaux, de sportifs locaux. On a aussi collecté des sports qui pouvaient être traditionnels et même typiquement voilà, ancrés dans un territoire, comme les échasses, par exemple, dans les Landes, ou les boules lyonnaises dans la Nièvre, ou des sports plus atypiques comme le motoball, c'est-à-dire le football à moto, dans le Calvados. Donc, pas du tout la même perspective voilà, dans le contenu des documents. Archivistiquement parlant, qu'est-ce que l'on peut dire? On voit que pour la collecte du sport, il y a eu une variété de supports qui ont été collectés. Alors, on a aussi bien du papier, j'ai parlé du numérique, on a beaucoup d'iconographie, on a des témoignages oraux, voire des objets, et tout ça parfois dans un même don. Donc, comment coter? Est-ce qu'on éclate tout ça dans les fonds concernés?
Est-ce qu'on met ça sous une même cote? Ça a été voilà, une question à laquelle les archivistes ont été confrontés. Des questions juridiques aussi, parce qu'on a collecté des documents très récents, ce qui donne, ce qui amène des droits, des questions de gestion des droits à l'image, des droits du photographe. Donc ça, c'est des questions à poser au contributeur, qui n'a pas forcément d'ailleurs les réponses. Mais la question aussi du droit du témoin et de celui qui l'interviewe, si on recueille des témoignages. On voit que ces opérations, donc voilà, quelques différences là, que j'ai pu mettre en valeur. On voit que si on parle globalement de ces grandes collectes, on voit qu'il s'agit d'opérations très valorisantes pour un service et qui le font connaître autrement auprès d'une population qui n'est pas forcément, habituée des services d'archives et donc qui peuvent découvrir à cette occasion-là leur existence. On voit aussi qu'on donne près de chez soi. On veut préserver la mémoire de sa famille, d'une histoire qui nous concerne, de son club. Et donc, on donne parce qu'on est tout près. On voit aussi que, d'après ce que je viens de dire, que c'est vraiment une opération à 360 degrés, c'est-à-dire qui implique toute la chaîne archivistique, hein, donc depuis la collecte, mais qui dit collecte dit après traitement, classement, instrument de recherche et valorisation. Et donc une opération qui mobilise largement le service. Alors une mobilisation qui est motivante hein, pour les équipes, on le voit, c'est une opération qui est une opportunité d'enrichissement des collections, mais revers de la médaille, si je puis dire, c'est aussi un investissement chronophage pour un service. Donc ce n'est pas une opération dans laquelle on s'engage comme ça. Et c'est pour ça aussi que certains services n'ont pas souhaité s'engager dans l'opération parce que, pour différentes raisons, magasins saturés ou équipes mobilisées sur autre chose, etc. Donc une opération valorisante, mais avec donc des précautions à prendre pour la mener à bien. Et peut-être, dernier élément sur cet aspect-là, je dirais que, en fait, avec le recul, hein, puisqu'on a maintenant 10 ans de recul de grande collecte, alors grande collecte au niveau national, là, il y en a eu 4 en fait, grande collecte 14-18, grande collecte ensuite sur les femmes, grande collecte sur l'Afrique, donc c'est 2 grandes collectes qui ont moins bien fonctionné, et puis grande collecte du sport. Ces grandes collectes ont fait des petites grandes collectes avec des services qui eux-mêmes ont choisi de mener des collectes locales, des collectes thématiques, alors des services d'archives ou même des entreprises. Je pense à la SNCF, par exemple, la Société nationale des chemins de fer français, qui, en 2018, pour les 80 ans de sa création, a lancé une grande collecte sur le chemin de fer. Donc, en fait, cette idée a prospéré et prospère et continue. Et on voit que finalement, ces grandes collectes apparaissent comme des opérations archivistiques nouvelles qui ont leurs propres caractéristiques. Pour terminer sur votre troisième question, qui était cette collecte ouvre-t-elle des perspectives pour la recherche sur le sport? Alors, je dirais que à l'origine de cette collecte sur le sport, il y a eu en particulier la demande d'historiens. Des historiens qui, notamment un petit groupe d'historiens à la tête duquel il y avait Emmanuel Laurentin, un journaliste, qui se réunissait donc dans le cadre de Paris 2024, qui ont fait remonter qu'en fait, il y avait un certain nombre d'angles morts dans les fonds publics d'archives sur le sport, sur des thèmes comme le sport féminin, le handisport ou des aspects économiques. Et donc, ces historiens souhaitaient vraiment que les Jeux olympiques de 2024 puissent être une opportunité pour renforcer la collecte de ces fonds d'archives
On sait bien d'ailleurs que des fonds d'archives qui ne sont pas collectés, ils sont en danger. Et un certain nombre de collègues sont d'ailleurs arrivés trop tard dans un certain nombre de clubs qui avaient jeté leurs archives, des clubs qui pouvaient être centenaires. Donc, il y avait une urgence aussi à collecter cette matière sportive. Et c'est pour ça donc que cette collecte a été décidée. Euh, on peut dire donc que c'est pour les historiens, mais tous les chercheurs vont en profiter. Et que ça sera un héritage durable des jeux. On a beaucoup parlé de durabilité, d'héritage. Et évidemment, ça sera un aspect essentiel de l'héritage des Jeux de Paris 2024. Alors, quelle perspective pour la recherche? J'ai dit qu'il y avait un certain nombre d'éléments un peu nouveaux dans les sports, dans la collecte de sports locaux ou de sports traditionnels, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Une grande variété des fonds dans les sports, mais aussi une période chronologique assez étendue qui va du début du 19e siècle à nos jours. Le document le plus ancien, vous l'avez vu défiler, dans le diaporama, c'est un document de 1805 qui est un document provenant d'une compagnie de tir à l'arc dans l'Aisne, au nord de Paris. On a aussi des typologies larges, bien sûr des documents administratifs, compte rendu de réunion de club, licences, diplômes, statuts, règlements, dossiers sur l'organisation de compétitions, beaucoup d'iconographie. Et donc, des documents qui permettent des croisements aussi avec d'autres fonds d'autres fonds publics et d'autres fonds privés. Ces documents ont déjà fait l'objet d'études, notamment, je pense au fonds déposé du Racing Club de France aux archives départementales des Hauts-de-Seine. Cette collecte a déjà nourri les échanges avec les historiens. Il y a eu 2 journées d'études en novembre 2023 avec des actes qui vont paraître, mais aussi à l'international. On a déjà eu l'occasion de s'exprimer dans le cadre justement de la section sport de l'ICA et dans une réunion internationale de l'ICA à Gérone. Et puis, au cours de cette grande collecte, on a mis en place 2 programmes de recherche avec des universitaires de Nanterre, un programme en sociologie et un programme de recueil de témoignages. Donc, la recherche universitaire a été vraiment intégrée dans la grande collecte. Ça n'avait pas été le cas pour la guerre 14-18. Et donc, c'est pour ça on a donc, eu le souci d'intégrer d'emblée cette recherche universitaire. La recherche en sociologie, par exemple, va faire l'objet d'un rapport, mais aussi au mois de juin, 2 journées sont prévues qui ont pour ambition de valoriser la collecte comme apportant de nouveaux objets de recherche et qui va essayer de mettre en tension, en quelque sorte, les acteurs, le donateur, l'archiviste, l'historien, mettre en face ces acteurs et voir comment ce qu'on peut faire des archives qui ont été collectées. Le deuxième programme de recherche qui est d'IRI Biosport, qui va se poursuivre d'ailleurs en 2025 et 2026-2027. C'est un programme de recherche qui vise à collecter des témoignages de dirigeants de sport. Et là aussi, ça vient combler une lacune sur le témoignage voilà, de ces dirigeants. Donc, 2 programmes de recherche qui vont eux aussi, non seulement, qui vont apporter encore une nouvelle matière et qui pourrait être exploitée par les chercheurs. Le temps de la recherche, alors il y a le temps de la recherche, mais il y a d'abord le temps du classement des archives et le temps de la rédaction des inventaires. Pour les fonds qui sont très peu importants, ce classement sera rapide.
et les documents pourront être mis à disposition rapidement, et certains le sont déjà. Mais évidemment, pour les fonds plus importants, il y aura ce temps de la rédaction, du classement et de la rédaction des instruments de recherche. Donc, peut-être pour conclure, dire que ben, 1,5 kilomètre d'archives, c'est beaucoup, mais on peut dire aussi que ben, par rapport à la matière potentielle, c'est peu, mais c'est déjà beaucoup par rapport à ce qui existait. Donc, c'est un demi-kilomètre d'archives qui vient s'ajouter aux archives déjà existantes et à celles qui ont pu être découvertes à cette occasion. Et donc, c'est quand même une matière très abondante qui est mise à la disposition des historiens. Et il est certain que les archivistes, même si l'opération elle-même de grande collecte s'est achevée, les services d'archives seront toujours ouverts et restent ouverts à cette collecte et à des dons potentiels dans la matière. Merci Brigitte. Sans tarder, on va laisser la parole à Cyril, mais il y a deux questions qui vont être posées après. Il y a dans le QR code, il y a deux questions pour vous. Cyril, c'est à vous. Ah, très bien. Bonjour à tous. Donc, je partagerai mon écran dans un second temps pour vous présenter, comme l'a fait Brigitte, quelques pièces que nous avons collectées. Donc voilà, merci pour cette organisation. Alors moi, je passe après Brigitte, que c'est un peu différent comme approche, mais elle a un petit peu évoqué. Nous n'avons pas fait le choix de nous lancer dans la grande collecte du sport. Enfin, on a tenté, mais ça n'a pas bien marché. Mais nous avions en fait un autre enjeu en Vendée, qui est représenté par le Vendée Globe, et qui est évidemment sur un périmètre plus restreint. Pour autant, le Vendée Globe a une dimension aujourd'hui beaucoup plus internationale que simplement locale. Alors d'abord, qu'est-ce que le Vendée Globe pour, voilà, comme nous adressons à un public, à des collègues parfois très éloignés de la France, qu'est-ce que le Vendée Globe pour celles et ceux qui ne le connaissent pas? Alors on l'appelle l'Everest des mers, c'est-à-dire qu'en gros, c'est la plus grande course autour du monde, heu heu, la plus grande course autour du monde, en fait, à la voile, en solitaire, sans escale et sans assistance. Et sans assistance. Cette course, en fait, elle est née en 1989 par Philippe Gentot, mais qui se place en héritage d'autres courses, hein, le Bog Challenge donc des courses un peu plus anciennes. Et en fait, elle est née quand même en 1989 et en 2024, nous avons fêté la 10e édition puisqu'en fait, cette course se déroule tous les 4 ans. Alors l'histoire de la course, elle est assez particulière. Puisque bon, Philippe Gentot, qui est un ancien navigateur, c'est lui qui a monté cette course, mais elle a une résonance tout à fait particulière en Vendée, dans la mesure où sa création est intimement liée euh, au territoire vendéen. Parce qu'elle part, la course, elle part des Sables d'Olonne. C'est important, une ville côtière du département de la Vendée. Elle part des Sables d'Olonne, mais Philippe Gentot a une idée un peu folle de se lancer dans cette aventure, mais un an avant le départ de cette course, en 1989, et ben, il se retrouve avec des difficultés de financement. Et l'ancien président du conseil général de l'époque de Vendée, Philippe de Villiers, a dit bah, on va vous aider. Et puis il a rameuté le tissu économique vendéen, le tissu politique vendéen. Et c'est à partir de cette date-là où le territoire est vraiment imbriqué et vraiment partie prenante dans l'organisation de cette course. À tel point qu'en 2004, lorsque Philippe Gentot, voilà, confronté à différentes problématiques économiques, on va dire ça comme ça, doit céder, enfin, à un moment, doit céder la course, parce qu'il en était propriétaire, le département de la Vendée, le conseil départemental de la Vendée, souhaite reprendre la course, mais crée pour cela une société d'économie mixte dont il est actionnaire majoritaire, mais avec d'autres partenaires, le conseil régional, la ville des Sables-d'Olonne, mais également une trentaine de partenaires privés, d'entreprises vendéennes qui ont mis la main à la poche pour racheter la marque. Et depuis l'année 2004, cette course est gérée par une société d'économie mixte, euh, en fait de statut public. Et ça a encore fait une rareté dans le monde de la voile. Ce qui fait que cette société d'économie mixte produit des archives publiques.
Pour autant, nous sommes confrontés à un certain nombre de difficultés. C'est qu'entre 89 et 2004, cette course, qui a pris une ampleur phénoménale, qui est suivie par des dizaines, voire des centaines de journalistes étrangers, avant 2004, les archives, évidemment, sont privées et, pour ainsi dire, nous n'avons rien comme trace. Nous n'avons rien ou très peu de choses, et il est pour autant important de pouvoir documenter l'histoire de cette course et la manière dont elle a marqué, et elle marque encore durablement le territoire. Une autre difficulté également, c'est que cette course, elle a un retentissement international aujourd'hui. Beaucoup d'images sont disponibles, beaucoup de photographies, y compris des premières courses. Mais comme il n'y a pas d'archives, finalement, se pose la question des droits d'usage, des droits de diffusion, qui se posent quasi quotidiennement, en tout cas très fréquemment, à l'organisateur actuel. Donc c'est ce constat-là, fait globalement en 2023-2024, et de se dire, que fait-on? Nous arrivons à la 10e édition. Comment répondre à cette question-là, à ce contexte? Et puis répondre à un certain nombre d'enjeux. Les enjeux, c'est raconter cette histoire. Les archivistes et les archives sont là pour collecter et garder des traces de ce qui fait l'histoire du territoire. En l'espèce, cette course est un élément marqueur du département. Il y a aussi, cette course a été créée et gérée par de multiples acteurs. Voilà, quelqu'un qu'on connaît un peu disait que chacun a son histoire de Vendée Globe et chacun est le créateur du Vendée Globe, si je caricature. Et cette idée-là, elle pose problème parce que finalement, l'idée, c'est peut-être de rétablir la vérité et que les archives, en partie, permettent de rétablir une certaine vérité. Il s'agit donc de constituer un fonds permettant un véritable scientifique pour les chercheurs, de compléter des lacunes que nous avons, ne serait-ce que pour la recherche, pour les besoins propres du département, et notamment répondre à les enjeux juridiques que j'évoquais tout à l'heure, notamment tout ce qui est lié au droit de diffusion d'images, de photographies des premières courses. Puisque aujourd'hui, il faut racheter les droits en permanence, dans le doute, sans savoir si nous sommes dépositaires ou propriétaires des droits. Il s'agit donc de faire des archives départementales le centre de référence, le centre de ressources de référence du Vendée Globe, et qu'il reste en Vendée. Brigitte disait tout à l'heure, l'attachement de la population à ces archives au niveau local, il est très important de conserver, de documenter justement ce lien fort entre une course et son territoire. Si j'allais jusqu'au bout de ma pensée, il ne faudrait pas qu'un autre opérateur national ait envie, qu'il soit notamment privé, ait envie de se positionner à notre place. Et finalement, au-delà de ça, au bout de la 10e édition, vous voyez, c'est écrit en 1989, en 2024, ça commence à faire quelques années, et finalement, on rentre finalement dans un processus de patrimonialisation de la course. Alors, notre projet, finalement, est-ce qu'il fait rentrer la course dans le patrimoine, ou est-ce que finalement, il ne l'est que le résultat, l'illustration de cette patrimonialisation en marche? Fort de ce constat et de ces enjeux, c'est-à-dire comment on y répond, quand nous avons commencé à avoir cette question-là en 2023, finalement, le Vendée Globe était 18 mois après, et le choix a été fait de recruter sous la forme d'un contrat de projet, un archiviste en charge d'un projet de collecte et de traitement des archives liées au Vendée Globe. Donc, arrivé au printemps 2024, nous avons fait le choix d'avoir 2 axes. Travailler sur les archives publiques. Cette course, elle est portée par une société d'économie mixte aujourd'hui, donc qui est identifiée et pour lequel nous allons pouvoir récupérer des archives. Et pourtant, il y a énormément d'acteurs publics qui interviennent autour de cette course pour des questions de sécurité, notamment, donc la préfecture,
le sauvetage en mer pour la SN enfin, les sauveteurs en mer, la région pour un certain nombre de choses, la commune les communes pour d'autres éléments, donc c'est déjà d'identifier, ces fonds-là et de pouvoir les collecter correctement. Et un autre axe, c'est plutôt les archives privées qui vont compléter, heu, les archives, publiques, voire même, compenser un certain nombre de lacunes. Et puis il y a tout un pan qui nous manquait, c'était le lien fort entre les Vendéens, heu, et la course, depuis très longtemps. Et je expliquerai, pourquoi, par la suite. Et donc, par rapport à ces archives privées, nous avons fait le choix de lancer une collecte, auprès du grand public. Donc ce lancement a été fait au mois de septembre 2024, lors des Journées européennes du patrimoine, qui avaient, comme, le hasard a fait bien les choses, comme thématique, notamment le patrimoine maritime. Donc nous avons lancé cette, opération de collecte auprès du grand public. Comme je dis, c'était vraiment, combler des lacunes, notamment sur les premières éditions. Je vous l'ai dit, hein, avant 2004, on n'a pas grand-chose. Pour l'année 89 et les années suivantes, on avait quand même relativement peu de choses et notamment, on est toujours à la recherche, si tant est qu'elle ait existé, l'affiche de la première édition. Il s'agissait aussi, dès le début de la course, parce qu'on sait qu'il y a eu un énorme engouement, de documenter ce lien intime des Vendéens, familial, avec la course. C'était un moyen également de sensibiliser le grand public à ce que sont les archives, parce que le Vendée Globe, il y a un véritable engouement, mais c'est pas forcément un public qui connaît forcément les archives. Donc finalement, c'était aussi un moyen de toucher un public un peu différent, et de leur dire: «Bah, vous avez peut-être des trésors chez vous, la course, elle est pas très ancienne, mais vous avez été enfant, en 89, vous avez, assisté au départ du premier Vendée Globe, peut-être que vous avez pris des photos, peut-être que vous avez pris des notes et ben, elles nous intéressent». Et puis au-delà de ça, de manière un peu plus stratégique, le fait de lancer une collecte auprès du grand public, ça constitue et ça constituera probablement une rampe de lancement pour travailler et sensibiliser les acteurs économiques qui sont liés au Vendée Globe. On pense notamment à tous les fournisseurs ou même les partenaires et sponsors des bateaux. Et Dieu sait s'ils sont nombreux depuis 1989, même si certains sont récurrents, suivent la course depuis longtemps. Donc cette collecte, elle s'est traduite, de 2 manières, on va dire, heu, grand public et puis aussi, donc là, on a sollicité, tout type de documents, hein, photographies, vidéos, carnets de bord, tout ce qui pouvait en fait témoigner, laisser une trace du lien, des Vendéens avec, le Vendée Globe. Et puis parallèlement, nous avons engagé une petite collecte de témoignages oraux, auprès, d'acteurs quasi institutionnels, on va dire, du Vendée Globe. Alors les résultats, alors je vais partager mon écran, heu, enfin, je vais pas y arriver. Alors partager, hop, je sais pas si ça va marcher, hop. Mhm. Alors attendez, il faudra peut-être que je fasse différemment. On a testé tout à l'heure, ça marchait, hein, évidemment, et ça marche plus quand il faut. Voilà, et je pense que ça devrait être bon. Évidemment, ça marche. Voilà, écran 2. Je suis désolé, c'était censé être marcher tout à l'heure. Est-ce que vous voyez? Non, Non? non. Heu, eh ben, écoutez, ça marchait très bien tout à l'heure. Bon, heu, Le premier est-ce avait que marché. Le premier avait marché. ah, le premier avait marché. Oui. Heu, hop, 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 on va réessayer. On a vu vos présentations. Oui, oui, mais ce que je voudrais, c'est hop, la totalité.
Est-ce que vous voyez? Voilà, mais il faudrait que j'arrive à vous faire la présentation globale. Euh, Euh, bonjour, Cyril. oui, Peut-être qu'il faut, suivant si vous avez deux écrans, peut-être c'est ça. partager qu'un seul écran. Est-ce Eh que ben, c'est je ça que pense vous que c'est essayez ça. de faire? Ouais, je pense que c'est ça. Hop. Ou alors, je pense que je vais faire différemment. Après, si vous voulez me l'envoyer, je peux le partager aussi. Non, mais en fait, je vais juste, je vais couper mon deuxième écran, ça ira beaucoup, ce sera plus simple. Ça sera plus simple. Hop, hop, je suis vraiment désolé, c'était censé marcher. Euh, hop. Ah, mais c'est pareil, il veut pas. Essayez de lancer la présentation si vous avez Ouais, que... je sais ce que je vais faire. Et ouais, mais enfin bon, je vais pas y arriver, hein. Je sais pas. En fait, une fois que je l'ai présente, une fois que je l'ai partagé, il me permet plus de, il me permet absolument plus de le mettre en, vous voyez là, Oui, on le Et voit. si vous je ne, essayez maintenant de le présenter bah alors, tant pis, je vais le présenter, enfin comme ça, hein, parce que je n'arrive plus et il ne veut plus me mettre, en grand écran? et ben il ne veut plus mettre, ben, j'arrive plus à le mettre en grand écran en fait. Normalement, en Ah, attendez, bas... Ouais. je vais peut-être y arriver. Ah, voilà, on va y arriver, c'est bon? C'est bon, on voit. Ok, désolé, vraiment Pas désolé. de souci, pas de souci. Euh, donc voilà, donc en fait le visuel que vous voyez, en fait, il a été fait le choix juste pour, euh, en fait, on a récupéré le visuel de la course de cette année, donc de la 10e édition. Le choix a été fait en termes de communication, de ne pas créer un visuel spécifique à la collecte du Vendée Globe, mais de s'inspirer de la fiche de la 10e édition pour ne pas engendrer de confusion. L'idée, c'était vraiment lier le visuel étant très proche des éditions l'une derrière l'autre, enfin les suivantes, les unes des autres. L'idée, c'était vraiment d'avoir un seul et un même marqueur et donc de pas de susciter d'incompréhension. Ce qui a fait l'objet de débats pendant quelques semaines quand même. Voilà. Alors, voilà. Vous avez donc voilà quelques exemples. Alors cette collecte, alors elle était relativement modeste, mais en même temps, on se faisait pas non plus, on n'avait pas d'attente, on va dire, démesurée, heu, puisque c'était à la fois une opération de communication, de sensibilisation et on s'attendait pas forcément à être submergé de sollicitations. Donc globalement, il y a une petite vingtaine de donateurs retenus, avec des typologies très récurrentes. C'est un peu ce que disait Brigitte aussi tout à l'heure, sachant que nous, la course, elle a créé en 89, donc c'est encore plus récent que des clubs de sport ou des choses comme ça, hein. Donc beaucoup de photos, de propositions de photos, de vidéos, hem et mais également et chose plus intéressante, des cartes de suivi de course. En fait, très rapidement, le Vendée Globe a fait imprimer, enfin la course, il a fait l'objet d'impressions, de cartes de suivi et notamment de mallettes pédagogiques. C'est vraiment une dimension très forte, le fait que, les classes très tôt ont été, sensibilisées, associées et mobilisées, sur des questions environnementales, de course et encore aujourd'hui les la mallette, elle est une mallette pédagogique est traduite en anglais et envoyée à 2000 ou 3000 exemplaires de partout dans le monde et il y a une mallette, en ligne. Donc nous avons récupéré notamment la première mallette pédagogique de 1992 que vous voyez à l'écran. D'autres éléments, intéressants, c'est qu'un certain nombre de personnes ont créé des journaux de bord, en fait, tout simplement, au fur et à mesure de la course, et en fait, ils consignent, jour après jour, la course, prennent des photos, l'arrivée des skippers et cetera, où ils mettent des coupures de presse et ça, vous voyez, hein, c'est, assez, soigné. On voit bien quand même tout, ça permet de vraiment d'illustrer heu, l'intérêt, le souci que chacun a
vraiment de documenter ce moment-là. Donc voilà, toujours pareil, la mallette, une mallette pédagogique, et qui continue toujours aujourd'hui. Donc là, ça nous a été donné. Heu et également des travaux scolaires. Alors là, j'allais dire, il y en a énormément. Plusieurs propositions, alors sous toutes les formes. Voilà, des cahiers de classe, mais également, une classe vidéo d'un collège ou d'un lycée, je ne sais plus, qui sont allés ensuite, au village du Vendée Globe, filmer les skippers, fait du montage et cetera. Hem, Nous avons également, reçu en don, les enregistrements de chorales où, voilà, un musicien a réuni, 1 000 enfants, sur un bateau au moment du départ ou de l'arrivée où, en fait, il a créé une chanson spécifique. Il a fait chanter à peu près 1 millier d'enfants en même temps, autour du Vendée Globe et la question de la mer. Nous avons récupéré, alors ça c'est plus anecdotique, mais à la fois ça témoigne, heu, du souci ou pas des archives, heu, de cette époque-là. En fait, les skippers, heu, tous les jours, on leur sont imposés à tour de rôle ce qu'on appelle des vacations. En fait, ils ont une demi heure, 1 heure où ils doivent un temps, en fait, à l'organisation de la course, où un skipper est au téléphone ou en radio, pour pouvoir faire un théâtre sur la course et c'est des choses qui sont publiques et enregistrées et transcrites il se trouve que, et elles sont enregistrées. Voilà. Vous voyez, sur la photo de droite, ce sont des bobines audio de la remontée de l'Atlantique de l'édition 1993, 92-93 et pour la petite histoire, ces bobines, d'enregistrement, nous ont été données par quelqu'un qui les a récupérées à la fin du village du Vendée Globe, en 93, dans une poubelle. Voilà. La cour le l'organisateur de la course considérant sans doute que, bon, la course était terminée, la vacation était terminée, il n'y avait plus de raison de conserver l'enregistrement. Pour autant, ces bobines, et là, je pense que les archivistes que nous sommes se posent tous la même question: dans quel état sont-elles? Nous ne savons pas encore, probablement qu'il va falloir les numériser avant même d'essayer de les écouter, pour voir si effectivement, elles sont encore utilisables et parce qu'on sait très bien que dès la première utilisation, on risque de tout casser. Autre élément aussi, donc il y a des transcriptions, ça ce sont des particuliers qui ont été présents lors des vacations ou parce que, comme elles sont transcrites, il y a des éléments qui sont donnés au public, et ben, il y a des personnes qui ont retranscrit l'ensemble des vacations et ici, vous voyez, on a le parallèle entre les bobines et le contenu, une transcription où là donc, Bernard Gallet qui est un skipper qui raconte en fait, sa course. J'ai pas terminé. Alors, tous ces éléments-là, qui nous ont été donnés, nous ont toujours posé une problématique que j'ai évoquée, c'est la question des droits. La question des droits, évidemment, traditionnellement et vous comprendrez bien, il y a la question du droit du photographe, des personnes qui apparaissent, sur les photos, pour ce qui est des photos. C'est le même sujet pour les vidéos. Mais c'est encore plus accru puisqu'en fait, on s'intègre dans le droit du sport. Et alors le droit du sport, c'est un sujet en soi. Aujourd'hui, la société d'économie mixte, elle a des droits dans les images au moment du départ et à l'arrivée. Tant que les bateaux sont au ponton, les pontons, les droits appartiennent à la société d'organisation. Dès lors que les bateaux sont en mer, les droits relèvent du skipper et du propriétaire du bateau. Et tout le reste est extrêmement réglementé. Mais ça, on le sait depuis 2004. Avant, on ne sait pas. Ce qui fait que l'ensemble des personnes, qui nous donnent des photos ou des vidéos se pose à chaque fois la question du risque qui appartient, quoi? Est-ce qu'on est en capacité de faire ou pas? C'est pas pour autant qu'on ne va pas prendre, parce qu'on se dit que dans 70 ans, on pourra bien en faire quelque chose. Mais ça pose à court terme la question de son usage. Alors les suites maintenant et pour terminer, heu, Mmh.
Bon, la collecte se poursuit, mais enfin, la course se termine, il ne reste plus que 3 skippers qui ne sont pas arrivés, mais qui vont arriver d'ici 8-10 jours. Donc c'est vrai que la tension, très clairement, va s'estomper. Mais cette collecte va nous permettre de rebondir et d'avoir un point d'appui, pour aller poursuivre la collecte, d'archives publiques. Je l'ai dit, services de l'État, enfin pas région, mais, d'autres types de structures. Mais également, nous va nous servir de point d'appui pour aller sensibiliser et chercher, et identifier des archives qui sont, produites conservées, encore conservées, par les partenaires privés de la course. Parce que ça, je vous l'ai dit, hein, la course, elle est vraiment portée par de multiples partenaires, il y a multiples acteurs et qui ont autant d'importance que l'organisateur de la course, mais pour lequel probablement il y a davantage de réticence, de méfiance vis-à-vis d'un service public d'archives, se posant toujours la question des droits ou, du secret industriel et commercial. Donc la suite, ce sera d'aller chercher les partenaires privés, et également d'avoir des collectes de témoignages oraux, peut-être un peu plus larges. Mais ceci est une autre histoire et nous avons encore 2 ans pour pouvoir, le temps de la fin du contrat de projet, heu, pour finaliser ce travail et ensuite, pouvoir produire un guide des sources sur les archives du Vendée Globe. Merci de votre attention. Donc là, vous avez les images de tous les vainqueurs des Vendée Globe. Merci Cyril, merci beaucoup. J'espère que Brigitte est encore là. Il y a 3 questions qui sont arrivées dans le QR. Donc, la première question vient du Sénégal de M. Babacar Ndong. Il veut savoir la stratégie utilisée par la grande collecte. La deuxième question de Sekou Mohamed qui demande le budget de la collecte, peut-être un budget et des ressources humaines utilisées. Et la troisième question vient de Son Colonel qui parle de quelle année le document le plus ancien dans la collection, l'année du document le plus ancien. Si vous pouvez. Alors, Mhm. oui. Alors, donc pour répondre à ces différentes questions, alors c'est vrai que j'ai peut-être pas été assez claire pour dire que en fait cette grande collecte, elle est pilotée et elle a été lancée au niveau national par le service interministériel des Archives de France et elle est mise en œuvre localement par les services d'archives. C'est chaque service d'archives qui s'engage ou non dans cette collecte. Et si le service d'archives s'engage, à ce moment-là, c'est vraiment lui qui décide des modalités de mise en œuvre, les ressources humaines qu'il met sur l'opération, le budget qu'il lui attribue, la chronologie, la longueur de l'opération. Voilà, donc chaque service d'archives ensuite est vraiment tout à fait libre de la mise en œuvre de l'opération. Donc au niveau national, donc l'opération donc que j'ai pu piloter, que cette opération que j'ai pu piloter, elle a pu se faire parce que au niveau national, on a recruté pendant 2 ans un chargé de mission. Voilà, un peu comme ce qu'a décrit Cyril. Euh, mais au niveau national, donc nous, au service interministériel des Archives de France, on n'a pas d'archives, hein, ça se fait au niveau des services sur le terrain. Mais au niveau national, il a fallu animer cette opération, mettre en lien les services, faire de la communication, valoriser les différentes opérations des services d'archives. Donc ça nous a été possible, nous, par cette vacation de 2 ans, mais au niveau local, c'est vraiment chaque service d'archives qui a mis en œuvre l'opération. Et puis, eh bien, le document le plus ancien, donc c'est un document de 1805 qui a été projeté sur le diaporama et donc qui concerne donc du tir à l'arc. Cyril, vous Voilà. avez quelque chose à dire par rapport à ça? Est-ce que ça a été suffisamment clair? Est-ce que j'ai répondu aux questions? Oui, c'était les 3 questions posées. Cyril, si vous avez quelque chose à dire par rapport à ces questions? Non? Sur le budget, en fait, il y a pas de budget particulier, si ce n'est un recrutement quand même, ce qui en soi, déjà est un budget.
Mais pour le reste, non, c'est vraiment un budget, on va dire interne. La communication, ça reste la communication, du département. Enfin, hem, en fait, ça rentre dans notre, au-delà du recrutement, ça rentre dans nos fonctionnements, classiques, tout simplement. Classique. D'accord. En tout cas, presque le temps qui nous est imparti est fini. Si vous avez, peut-être s'il y a d'autres questions, on va regarder. Non. En tout cas, la section des archives de sport vous remercie de votre patience et surtout de votre intervention. Et remercie aussi les personnes qui étaient connectées et les demandent de s'inscrire comme membre de notre section et surtout pour pouvoir bénéficier des activités de la section des archives de sport du CIA. Nous vous remercions vivement et nous souhaitons la prochaine fois avoir plus de monde pour pouvoir s'occuper des archives de sport, qui sont véritablement des trucs qui permettent d'avoir une étude sociologique de la société à un moment donné de l'histoire d'un pays. Par exemple, Brigitte a parlé tantôt des études universitaires qui vont à Nanterre. Ça permet aussi de faire une évaluation et puis faire des études sociologiques. Et nous vous remercions, vous tous, de votre attention.